Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir à l'Institut français et en ligne pour ceux qui nous suivent à distance pour ce premier café scientifique du mois de septembre, ce premier jeudi de l'Institut. Un plaisir qui est partagé par le fait que on peut enfin accueillir un peu de public dans la salle. On a réouvert il n'y a pas très longtemps ces jeudis de l'Institut au public, un public encore en nombre limité, et ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Ça permettra d'enrichir les échanges. Pour ce premier jeudi de septembre, nous avons aussi le grand honneur de recevoir Samsa Peltonen, qui est maintenant un habitué de l'Institut français, puisqu'il était déjà venu ici nous parler de son métier de traducteur et entre autres de son rôle dans la traduction, le sous-titrage en finnois de la série Le Bureau des légendes, qui avait eu un grand succès ici en Finlande. Aujourd'hui, c'est un autre sujet. Il vient nous parler de la notion de langue proche et langue lointaine en traduction. De manière très simplifiée, les langues proches sont celles qui sont un peu de la même famille, qui ont un peu la même racine. Et puis les langues lointaines, on parle de langues lointaines pour les langues qui, de manière étymologique, sont très très éloignées les unes des autres. Et donc, est-ce qu'on peut parler de langue proche ou de langue lointaine en traduction? C'est ce que va nous expliquer Samsa tout à l'heure. J'en profite aussi pour vous donner les deux prochains rendez-vous de ce jeudi de l'Institut. Vous pouvez déjà regarder sur notre site internet la possibilité de vous inscrire. Le 9 septembre, on vous emmène en Arctique pour un café scientifique avec l'intervention d'un chercheur qui s'appelle Sébastien Gadal, qui est professeur de géographie à l'université d'Aix-Marseille et qui viendra pour nous parler des enjeux de la transition énergétique et du développement territorial de l'Arctique. Et puis le 16 septembre, on vous parle souvent de changement climatique, de pollution de l'air, de contamination des aliments. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'on mesure ces indicateurs-là. Eh bien, on a trois chercheurs, trois scientifiques qui viendront à l'Institut pour nous parler de la manière dont on mesure ces indicateurs pour un café scientifique qui là aussi promet d'être passionnant. Mais aujourd'hui, c'est les langues, donc si vous voulez, je laisse la parole à notre hôte de ce jour. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Charderet, pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi de retrouver un public, des vrais gens dans une salle. Grand bonjour aussi, bien sûr, à tous ceux qui suivent cette petite présentation en distanciel ou en vidéo après. Je vais essayer de parler assez brièvement et puis j'espère que vous aurez des questions peut-être à me poser après. Je vais aborder à peu près trois sujets du point de vue d'un traducteur professionnel et puis surtout aujourd'hui je parle en ma qualité de traducteur auteur de traduction littéraire et auteur de sous-titres aussi un peu, donc plutôt la traduction de textes créatifs, parce qu'évidemment la traduction c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de domaines à l'intérieur de la traduction, par exemple la traduction littéraire n'obéit pas aux mêmes impératifs que par exemple dans le domaine de traduction technique ou de documents. Donc ici c'est plutôt un point de vue de traduction littéraire. Je vais parler un peu de la distance, comment moi je vois cette question, est-ce qu'il y a une différence de distance quand on traduit d'une langue ou d'une autre langue. Et puis je vais aborder aussi un tout petit peu la question de l'intraduisible, une question qui, à mon avis, taraude vraiment les esprits français, surtout très souvent sur France Culture, la radio, il y a des émissions où on parle de l'intraduisible. Je vais donner mon avis un peu sur ce sujet. Et après, en troisième point, je vais parler un peu du rôle de traducteur, enfin comment est-ce qu'on peut naviguer dans
avec tous ces sujets-là, donc la distance linguistique ou culturelle des langues que nous traduisons, les différentes stratégies traductionnelles qu'on peut avoir. Donc, on va commencer. Si vous avez des questions vraiment brûlantes, même pendant l'intervention, n'hésitez pas. Mais surtout, il y aura du temps après aussi pour parler un peu plus. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut entendre par la distance entre deux langues? Monsieur Chorderet vient de nous le dire, que par exemple, la distance, on peut mesurer un peu, même scientifiquement, la distance entre deux familles en fonction de leur appartenance à une certaine famille linguistique, famille de langues. Donc c'est ce que j'appelle ici la distance généalogique. Donc est-ce qu'il y a une généalogie commune entre deux langues? De ce point de vue-là, on pourrait dire que par exemple pour le français, il y a une distance assez petite à la langue espagnole ou italienne, parce que les langues romanes sont quand même groupées dans un groupe linguistique, ou pour le finnois par exemple, l'estonien. Après, distance linguistique, un peu plus généralement, on peut aussi avoir deux langues qui ne sont pas apparentées généalogiquement, mais qui ont des propriétés un peu pareilles. On peut avoir par exemple le finnois et le turc, qui sont toutes deux langues agglutinantes, donc des langues où on prend la racine du mot et puis on colle des suffixes derrière le mot pour désigner tout ce que nombre d'autres langues désignent par les prépositions, par exemple. Donc là, il y a on peut parler d'une distance structurelle, comme ça, entre deux langues. Mais ce qui est pour moi quand même plus décisif, c'est la distance culturelle entre deux langues. Donc par exemple, moi je suis donc traducteur, je travaille à la radio-télévision de Finlande, Yle, comme traducteur de sous-titres, et puis traducteur littéraire dans mes heures perdues. Et mes langues de travail principales sont bien sûr premièrement le finnois, parce que je traduis uniquement vers le finnois, et puis l'arabe et le français. Donc deux langues quand même qui proviennent de deux mondes très, très différents. Et c'est-à-dire là, mon hypothèse serait de dire que ce n'est pas tellement la distance linguistique entre par exemple l'arabe et le finnois ou le français et le finnois qui a un grand impact sur le travail de traduction, mais la distance culturelle, c'est-à-dire les milieux dont proviennent les textes. C'est-à-dire on pourrait avoir même un texte écrit en français, mais qui ne vient pas de la France hexagonale, mais un texte français écrit par exemple en Afrique de l'Ouest. Et là, déjà, la distance culturelle entre ce texte et notre milieu textuel culturel européen sera un peu plus grande. Et les défis pour le traducteur ne sont pas du tout les mêmes. Moi, dans mes interventions, si j'ai parlé de mon métier de traducteur, je dis souvent que moi, quand je traduis du français ou de l'arabe, pour moi, en fait, c'est le procédé traductionnel est tellement différent dans les deux cas qu'on pourrait même parler que j'ai deux métiers différents. Et pourquoi? Moi, je formulerais la raison en disant que plus la distance culturelle entre deux langues est grande, plus il faut faire attention au choix de stratégie, ou moins il est évident de traduire les expressions telles quelles. Bien sûr, les traducteurs ne traduisent jamais des mots. Alors là, il faut tout de suite être clair, quand on fait une traduction professionnelle, c'est jamais un dictionnaire à la main. D'ailleurs, il y a une expression un peu vieillie en français qui, à mon avis, est très pertinente quand on décrit une mauvaise traduction. On dit qu'on traduit à coup de dictionnaire.
Et ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire quand on traduit et quand on veut produire un bon texte traduit, parce qu'il ne faut pas justement regarder les mots et essayer de trouver des équivalences des mots, mais plutôt traduire des pensées et des effets qui se trouvent dans le texte de départ. Et c'est ça vraiment tout l'art dans le métier de traducteur. Alors moi, par exemple, quand je traduis des textes de l'arabe vers le finnois, je dois faire bien plus attention à des stratégies de traduction. Comment, enfin, si je vois une expression, un mot, une idée, quel est le procédé par lequel je l'exprime en finnois, dans la langue cible. Donc les scientifiques, les chercheurs parlent de toutes sortes de procédés ou de stratégies différentes. On parle de rétention, spécification, traduction directe, généralisation, substitution, omission. Donc juste pour expliquer quelques stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien trouver pas l'équivalent de dictionnaire, mais justement l'équivalent d'un effet d'une expression. On peut, c'est-à-dire à l'extrême, on peut prendre la stratégie d'omission. Parfois, dans une traduction, il faut omettre quelque chose, c'est-à-dire laisser tomber quelque chose. Et au fait, parfois, ça peut être pour le bien du texte cible, donc la traduction. Assez souvent, on peut opter, si dans le texte, il y a par exemple des références culturelles très spécifiques à un certain pays, on peut choisir la stratégie de généralisation. Donc, si par exemple dans un texte, quelqu'un mentionne dans un roman, disons Claude François, un chanteur emblématique en France que tout le monde connaît tout de suite, mais si ce n'est pas vraiment le sujet du dialogue ou le sujet du texte, si c'est juste mentionné comme ça en passant, on peut choisir de généraliser, prendre un hyperonyme, donc par exemple mettre juste chanteur, ou ça dépend toujours du contexte, ou bien on peut prendre la stratégie de spécification. Donc si on continue avec cet exemple de Claude François, donc on retient dans la traduction Claude François, on met le nom dans la traduction, mais on ajoute un petit qualificatif, un adjectif ou une petite présentation, c'est-à-dire voilà le chanteur, le fameux chanteur des années tel et tel, 70, non, pour expliquer au lecteur de la traduction qui est ce Claude François qu'il ne connaît pas forcément. Sinon, une autre stratégie, c'est la rétention. Donc, on garde tel quel l'expression, le mot, le nom. Donc, on peut aussi, dans un texte, choisir de juste mentionner Claude François et se dire, bon, le lecteur n'a qu'à aller googler le nom s'il veut savoir qui c'est. Voilà, donc il y a toujours 1000 manières de choisir la stratégie de traduction, et il faut faire le choix, et ça c'est vraiment le cœur du métier de traducteur. On est toujours à la merci du contexte. Donc il faut voir pourquoi est-ce qu'on mentionne ce Claude François, par exemple, dans le texte. Est-ce que c'est pour démontrer dans un roman français, par exemple, si quelqu'un parle de Claude François, c'est peut-être pour placer un peu le récit dans une certaine époque, ou de donner un certain profil de la personne qui parle, d'évoquer certaines images dans la tête du lecteur. Et puis c'est cet effet qu'il faudrait essayer de recréer dans la traduction. Donc pour
répondre à cette question, peut-on parler de langue proche ou lointaine en traduction, ma réponse serait oui. Effectivement, il y a vraiment une grande différence. Parce que là, je viens de citer un exemple français, mais il y a quand même, dans un texte français, il y a pas mal de références culturelles qu'on peut garder telles quelles. On vit en France et en Finlande dans l'Union européenne. On a des cultures qui ne sont pas forcément tout à fait pareilles, mais il y a, en tout cas, nous connaissons beaucoup de références culturelles françaises, même ceux qui ne sont pas particulièrement francophiles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut garder. On connaît les vins français, les fromages, les baguettes, les trucs un peu banals comme ça. Tandis que, quand je traduis de l'arabe, dès qu'il mentionne le nom d'un écrivain ou quoi que ce soit, alors là, je dois tout de suite penser à une stratégie. Très souvent, je ne peux pas prendre la stratégie de rétention. Je ne peux pas garder tel quel, par exemple, des noms des politiques ou des chanteurs ou autres. J'ai quelques exemples qui viennent vraiment de mon travail quotidien, de mes traductions, surtout littéraires, mais aussi, pourquoi pas, à la télévision. Pourquoi je dois aborder un texte arabe complètement différemment par rapport à quand je traduis du français vers le finnois. Par exemple, dans un texte français, si on parle du vin, c'est tout à fait banal. On peut traduire vraiment presque sans y penser, c'est-à-dire assez automatiquement, mécaniquement, parce que les références culturelles vers le vin, c'est-à-dire nous n'avons pas la même culture de vin qu'en France, mais nous connaissons à peu près au moins les clichés de la culture du vin en France. Donc voilà, c'est assez facile. Par contre, j'ai eu un petit moment qui illustre quelque chose dans la traduction, quand dans les textes de Hassan Blassim, un auteur finlandais mais d'origine irakienne, un écrivain dont j'ai traduit tous les livres en finnois, arabe en finnois, et il y a d'ailleurs une nouvelle traduction qui sort dans les quelques semaines qui suivent. Et très souvent, on boit beaucoup d'alcool dans ces livres, et l'alcool qu'on boit en Irak, c'est l'araq. Donc c'est un alcool fort, anisé. Donc c'est à peu près l'équivalent de ouzo en Grèce ou raki en Turquie. Donc, enfin, dans tout le bassin méditerranéen, je pense qu'on boit ces alcools anisés. Et puis, moi je me souviens très bien, j'étais en train de traduire une nouvelle de Hassan Blassim, et là il y avait justement un personnage très grossier qui buvait, qui vidait tout le temps des bouteilles de arak. Et puis moi, machinalement, dans mon premier jet, dans la première version de ma traduction, je l'avais toujours traduit assez littéralement par anisvina, parce que c'est ce que c'est. Al-arak, c'est anisvina en finnois. Donc, sans trop me poser des questions, j'avais traduit ça comme ça. Puis après, quand je lisais ma traduction, ou relisais, révisais, j'ai commencé à me dire, mais il y a quelque chose qui cloche chaque fois quand il prend sa bouteille de anisvina, donc en finnois, et la vide. Parce qu'au fait, anisvina, c'est pour un finlandais, ça peut évoquer, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu plus. C'est pas juste quelqu'un qui veut se saouler la gueule, mais anisvina, ça peut faire même un peu chic en finnois, parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est pas n'importe quel torboyau, c'est un alcool anisé. Et puis, j'ai constaté que tout simplement, en fait, l'effet recherché dans le texte de départ, c'était pas de dire, de désigner vraiment qu'il buvait, que ce personnage buvait cet alcool, l'alcool anisé. L'effet était de communiquer que ce personnage
voulait être sous et très grossièrement a bu beaucoup d'alcool. Donc en fait, je l'ai traduit par... donc j'ai sucré anis vina et j'ai mis juste vina, donc juste eau de vie ou alcool. Et tout de suite, le texte a commencé à couler, ça marchait beaucoup mieux parce que c'était ça justement l'effet qui était recherché dans le texte. Bien sûr, je pense que j'ai laissé au moins une fois, peut-être deux, la mention de aniser aussi, parce que bon, il faut quand même qu'on transmette quelque chose de la culture, des détails du milieu culturel du texte de départ, mais ça suffit. Après, sinon, ça commence à faire bizarre pour le lecteur si on souligne trop un petit détail comme ça. Un autre exemple, dans un texte dans presque n'importe quelle langue européenne, où on parle de la prière. Si quelqu'un prie, voilà, c'est banal, on comprend. On peut traduire tout simplement par rukoilla en finnois, prier en français. Voilà, il n'y a pas de problème, parce que nous savons de quoi on parle. En arabe, par contre, donc l'équivalent du mot prière, c'est as-salah. Enfin, je dis équivalent, mais justement, ce n'est pas une équivalence. Parce que as-salah, le mot prière en arabe, pour un arabe, surtout pour un musulman, ce mot-là évoque tout de suite une prière commune. Donc c'est toujours dans une mosquée, c'est l'une des 5 prières de chaque jour, à un moment donné, ensemble avec toute la congrégation dans une mosquée, souvent avec le voisinage. Tandis que pour nous, prière, c'est très souvent, ça peut être une petite prière juste individuellement, quelqu'un peut faire ça tout seul dans son coin, et voilà. Donc très souvent, quand on parle de as-salah dans un texte en arabe, j'ajoute un petit adjectif où je mets par exemple la prière à la mosquée pour rappeler au lecteur que voilà, il s'agit de ça, il ne s'agit pas d'une petite prière matinale au lit, par exemple. Puis une chose assez intéressante, un exemple intéressant, ce sont les mots qui sont liés au milieu physique, vraiment, des textes. Donc par exemple, si quelque chose se passe en été, ou si on parle de l'été dans un roman européen, ben voilà, on traduit très souvent par kesa, et c'est tout. On a les mêmes réflexes quand on entend le mot été ou kesa en finnois. On sait que voilà, c'est bien, la lumière, il fait beau, c'est les vacances, et ceci et cela. Tandis que dans un dictionnaire, à côté du mot été, en arabe, on va trouver saif. Encore une fois, donc je ne voudrais pas dire que c'est l'équivalent du mot été, parce que justement, les champs lexicaux de ces deux mots-là ne sont pas du tout pareils. Parce que là où l'été pour nous est souvent quelque chose d'assez positif, lumineux, ensoleillé, etc., pour nombre d'arabophones, ça dépend bien sûr un peu de pays, l'été, c'est la chaleur écrasante, étouffante. On veut éviter, on veut échapper à cette chaleur. C'est quelque chose de vraiment oppressant. Donc souvent quand on parle de saif dans un texte arabe, on veut créer, évoquer une ambiance justement difficile, qui est lourde. Et là, il faut absolument... donc moi, très souvent, ce mot « saif », dans le dictionnaire, c'est marqué « kesa » en finnois, mais moi, pour traduire, j'aime bien ajouter quelque chose. Donc justement, par exemple, « tukahduttavahelle » en finnois, ou « chaleur écrasante » en français, ou quelque chose comme ça pour montrer. D'ailleurs, il y a aussi des expressions qui sont liées à cet exemple-là. Là où en français, on peut dire que ça me fait chaud au cœur, ou en finnois, la mitta sudenta. En arabe, l'expression qu'on utilise exactement pour désigner la même chose, c'est refroidir le cœur. Donc en arabe, on va dire barrat li galbi. Donc il m'a refroidi le cœur.
ce qui veut dire il m'a fait très plaisir. Mais puisque pour un arabe, quand même, c'est la chaleur qui est étouffante, et puis quelque chose qui est un peu frais, donne une bouffée de fraîcheur, c'est ça qui est bien. Donc c'est pour ça que refroidir veut dire quelque chose de positif. Donc un exemple encore plus concret pour montrer que quand on traduit du français, ça me fait chaud au cœur, c'est la mita sudanta. Donc exactement, assez mécaniquement on peut faire ça. Quand je traduis de l'arabe, يبرد لي قلبي, donc je ne peux pas dire ça me refroidit le cœur parce que ça voudrait dire l'opposé, mais il faut se creuser un peu les méninges pour trouver la bonne expression. Bon, il y a beaucoup de figures, là j'ai pris vraiment les plus banales, donc par exemple si on parle d'Édith Piaf dans un texte français, inutile d'ajouter des qualificatifs, tout le monde connaît, tout le monde a tout de suite une image évoquée par ce nom, tandis que là j'ai mis Kulthum, qui est sans doute la chanteuse la mieux connue du monde arabe, même un peu en Europe, mais quand même ça n'a rien à voir avec Édith Piaf qu'on connaît tellement bien. D'autres, par exemple les époques historiques, si on parle de la Renaissance, on sait tout de suite à peu près quels sont les concepts qui y sont liés. Mais si dans un texte arabe, on parle de l'Khilaf al-Abbasiyya, donc les dynasties abbassides, on a peut-être entendu parler de ça au cours de l'histoire, au cours d'histoire à l'école, mais on ne sait pas beaucoup, très souvent, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, quelles sont les références évoquées avec cette mention. Donc là, il faut que le traducteur choisissent. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ajoute quelque chose pour expliquer qu'est-ce qu'on veut dire? Donc par exemple pour un arabe, ça évoque tout de suite l'âge d'or de la culture ancienne, etc. Les références bibliques, bien sûr, sont très connues dans toutes les langues où la religion dominante est le christianisme, tandis que les références, il y en a toujours nombreuses références aux textes coraniques dans les textes en arabe, mais si on ne les explicite pas, si on ne les souligne pas un peu dans le texte, le lecteur finlandais ou européen va s'y perdre. Un truc aussi banal que les salutations, les expressions comme ça, bonsoir, au revoir, merci, salut, ça va. On a presque toujours un équivalent qu'on peut trouver assez facilement, ou même plusieurs qu'on peut choisir. Est-ce que je mets hyvää iltaa ou hey ou quoi que ce soit. Tandis que si on navigue dans une autre culture, il y a d'autres types d'habitudes, parfois par exemple des expressions qui n'ont vraiment pas, c'est-à-dire qu'on dit dans des situations où nous on ne dirait rien. Un assez bon exemple, et j'ai eu d'ailleurs parfois vraiment du mal, surtout dans un texte, dans un roman, je peux tout simplement laisser tomber complètement, mais par exemple dans un film, je ne peux pas, parce qu'il faut traduire quelque chose quand le personnage parle. Mais il y a cette expression « na'iman » en arabe, qu'on dit, et ça c'est vraiment très quotidien en arabe, quelqu'un qui sort de la douche ou qui s'est fait couper les cheveux, et quand on voit cette personne pour la première fois après sa douche, on voit qu'il a les cheveux mouillés, tout ça, on lui dit na'iman. C'est juste comme ça. Ou quelqu'un qui s'est rasé, par exemple, qui est vraiment tout frais rasé, on lui dit na'iman. Et après, il y a une réponse de la personne à qui on a dit ça. Lui, il va toujours répondre Allah yan'am alayk. Et nous, on ne dit rien. Enfin, moi, si je vois quelqu'un qui sort d'un salon de coiffure, à la limite, je peux dire c'est une belle coupe ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas de salutation qui est vraiment faite pour cette situation-là. Et là, surtout dans un film où c'est vraiment un dialogue, donc il y a quelqu'un qui arrive et puis l'autre dit « Ah, na'iman », moi, dans le sous-titre, je dois écrire quelque chose. Si c'est très très banal, parfois j'ai pas beaucoup de choix, je peux juste traduire ça par « Hey », parce que c'est ce qu'on pourrait peut-être dire, voilà, mais évidemment c'est un peu
décevant, mais bon, on ne traduit jamais toutes les références culturelles de la même façon dans le texte de départ et dans le texte cible. Après, d'autres us et coutumes et compagnie, par exemple dans un texte, je pense que ça existe dans toutes les langues européennes, si on mentionne dans le texte qu'il y a un chat noir qui traverse la route, il y a tout de suite un peu une ambiance, ah voilà, est-ce que c'est omineux, est-ce que quelque chose va se produire? Donc ça, on peut dire la même chose en finnois et ça sera compris. Ça, c'est une expression en arabe, Himar Yanhag, que j'avais découvert quand je lisais un roman soudanais. Et il y avait une scène où il y a justement une ambiance un peu bizarre dans un village. Il y a quelqu'un qui arrive par un bateau à un petit village au Soudan et sa famille vient chercher cette personne au port. Et puis il marche avec des ânes vers le petit village. Et après, tout d'un coup, il y a l'âne qui braille, quoi. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, les ânes. Ça braille, non? Ça pousse des braillements? Braillements, je ne sais pas. Braillements, non? Ouais. Ouais, voilà, je pense. Un cri, disons. Et voilà, et puis c'était juste, c'était écrit juste comme ça, voilà. L'âne a poussé un cri. Et après, ça continue. Et puisque un traducteur a toujours l'esprit éveillé, et dès qu'il y a quelque chose, on a assez souvent l'instinct qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a anguille sous roche dans le texte, donc tout de suite je me suis dit, ah, il y a quelque chose là, il y a un lézard. Donc j'ai demandé à une amie soudanaise, mais au fait, pourquoi est-ce que tout d'un coup ils disent que l'âne pousse un cri? Parce que sinon il n'y avait pas beaucoup de description de ce qui se passe, du milieu, quoi. Et elle a tout de suite dit, ah oui, bien sûr, parce que les ânes, au fait, sont des animaux qui voient les mauvais esprits. Et si un âne pousse un cri, ça veut dire qu'il a vu le diable ou un mauvais esprit. Donc, c'est justement pour montrer, pour évoquer quelque chose d'un peu qui fait peur. Donc voilà, ça par exemple, si je traduis uniquement, et d'ailleurs je pense que dans la traduction, parce qu'il y a une traduction française de ce roman, et je pense que c'était juste, voilà, l'âne a poussé un cri. Alors là, on vient à la question, au sujet très épineux de la fidélité dans la traduction. D'aucuns diront que la traduction comme ça, l'âne a poussé un cri, sera une traduction fidèle, parce que c'est vraiment mot à mot ce qui se dit dans le texte arabe. Mais pour moi, ce n'est pas une traduction fidèle, parce que si le lecteur cible, donc un lecteur soudanais, comprend tout de suite cette référence culturelle, et sait que, voilà, l'âne a dû voir un mauvais esprit, ben moi je dois communiquer cet effet dans ma traduction en finnois aussi. Donc je dois, et là en fait je dis ajouter, donc j'ajoute quelque chose en finnois, je dirais par exemple que päästi pahaenteisen kiljahduksen, par exemple. Voilà, pour donner quand même l'idée de quelque chose qui ne va pas. Mais à mon avis, il ne s'agit pas là d'ajouter quelque chose au texte, mais justement garder l'esprit du texte de départ. Après, il y a des choses techniques aussi quand on traduit d'une langue qui nous est proche, donc français ou bien l'arabe. Parce que dans un texte français, je peux respecter presque sans exception les paragraphes, la ponctuation, bon, pas les virgules parce que ça c'est grammatical, mais disons au moins les points d'interrogation, points d'exclamation marchent à peu près pareil en français et en finnois. Le point final, par exemple, c'est assez souvent quand même, ça colle aussi dans la traduction. Tandis qu'en arabe, très souvent il n'y a pas de paragraphe, c'est juste un texte écrit comme ça.
Et c'est tout simplement la culture textuelle, littéraire en arabe qui veut que ça soit fait comme ça. Mais moi, je mets des paragraphes parce que si j'écrivais tout comme en arabe, ça, pour un lecteur européen, ça serait un choix assez bizarre, où vraiment ça donnerait... voilà, ça crée tout de suite, enfin, il y a quelque chose d'un peu spécial dans ce texte, même si cet effet n'est pas du tout voulu dans le texte en arabe. Aussi le choix de temps, on a à peu près, bon là il y a un peu plus d'exceptions déjà, mais en français, s'il y a un récit qui est écrit au temps passé, ben, on va prendre temps passé, temps grammaticaux passé en finnois aussi. Parce que voilà, et si le récit est au présent, ben voilà, on fait de même. Assez souvent ça marche comme ça. Tandis qu'en arabe, c'est tout un foutoir. On peut mélanger les temps grammaticaux et c'est tout à fait normal. Ou bien très souvent, par exemple, la première phrase va être au temps passé et puis le reste en présent parce qu'en fait, comme ça, on donne le là au début du texte. On dit au lecteur que voilà, ce récit se situe dans le passé et puis après, on peut tout raconter au présent. Mais ça, je ne peux pas faire en finnois parce que ça créerait de confusion. Bon, le deuxième point, y a-t-il des choses intraduisibles? Donc, comme je disais, dans les émissions de France Culture, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une obsession française sur les intraduisibles. Puis, presque tous mes collègues, donc traducteurs français, adorent ça, adorent dire que ah ouais, il y a des mots qui ne se trouvent pas, des mots français qu'on ne peut pas traduire, ou des mots dans des autres langues qu'on ne peut pas du tout traduire en français, il n'y a pas d'équivalent. Et ça, je n'ai jamais compris. Alors moi, j'ai une vision complètement différente. Peut-être justement parce que moi, je m'en fous complètement, royalement, des mots. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'équivalence pour un mot, parce que moi, en tant que traducteur, c'est pas du tout mon métier de donner des équivalences d'un mot. C'est-à-dire, si quelqu'un me pose la question, c'est d'ailleurs souvent les traducteurs sont très peu enclins à donner une réponse claire. Si quelqu'un demande par exemple comment est-ce qu'on dit ça en finnois ou en français, très souvent on ne veut pas répondre, on dit toujours bon, ça dépend du contexte, enfin, parce que bon, ça, on peut traduire comme ça, mais bon, parfois c'est pas très juste, ça dépend. Donc en fait, vous voyez, je ne suis pas du tout académique dans mes réponses. Je dis d'abord non, après je dis bon, enfin si, au niveau des mots. Donc il y a pas mal de mots, effectivement, que si on prend juste le mot individuel, ouais, il est un peu difficile de trouver comment dire le ou hankikanto en un seul mot en français, par exemple. Mais, ou bien dépaysement, un verbe comme mitonner, vraiment pour donner exactement le même sens en finnois, ça peut être un peu difficile. Mais justement, heureusement, un traducteur ne traduit jamais juste des listes de mots, mais des textes. Donc, si on traduit un texte littéraire de finnois en français, si on parle de l'œil lu, ce n'est pas du tout un problème pour le traducteur, parce que bon, le traducteur doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on mentionne l'œil lu et quel est le fait recherché, et puis mettre un mot qui va avec, et puis qui évoque la même chose. On peut parler de la chaleur, on peut parler de la vapeur, on peut juste dire le sauna, si c'est ça la référence, et puis on ne perd rien si on n'a pas exactement un mot pareil dans la langue cible. Parce que de toute manière, c'est ça la traduction. Et moi j'aime bien cette formule. Les musulmans disent toujours qu'on ne peut pas traduire le Coran. Le Coran existe uniquement en arabe, mais on traduit le sens du Coran. Mais au fait, pour moi, ça c'est vrai de tous les textes littéraires que je traduis. Je ne traduis pas le texte, je traduis le sens de ce texte. Et
quelque chose que ceux qui ne sont pas traducteurs oublient souvent. La traduction, ce n'est pas le même texte que l'original. Parce que, voilà, la traduction sévit dans un autre écosystème textuel, c'est-à-dire si on prend un roman français, en France, il sera lu par les gens qui vivent en France, qui connaissent, qui ont lu un peu les mêmes choses que l'écrivain, qui connaissent vraiment, enfin qui ont tout de suite des évocations très fortes, très personnelles dans le récit, tandis que ici, la traduction de ce roman va être lue par des gens qui ont lu Väinö Linna et qui ont vu Sirpa Kähkönen ou je ne sais pas quoi, qui ont d'autres ou chez qui le texte résonne d'une manière différente. Ça, je pense avoir déjà à peu près parlé de l'effet qu'on traduit, pas les mots. Donc dernièrement, qu'est-ce qu'un traducteur peut faire puisqu'il y a tous ces choix différents, on peut toujours, il n'y a jamais une traduction d'un texte, mais c'est toujours, et c'est pour ça que j'aime bien dire, j'ai dit au début que je suis auteur de traduction, moi j'aime bien souligner ce côté auteur chez les traducteurs, surtout littéraires, parce que le traducteur fait énormément de choix qui sont souvent très personnels. Choisir tel mot et pas tel mot, telle stratégie et pas telle stratégie. Donc le résultat est très différent si deux traductions peuvent être très différentes du même texte, mais tout aussi bonnes, par exemple. Et il n'y a pas un rôle de traducteur, justement. Là, comme je vous ai dit au début, j'ai parlé de traduction littéraire surtout. Mais les stratégies et les tenants et les aboutissants ne sont pas du tout les mêmes si on traduit un roman, un contrat pour une entreprise, une ancienne inscription sur une tablette en pierre, ou bien pourquoi est-ce qu'on traduit un roman pour les lecteurs, pour qu'une maison d'édition publie un roman, ou bien est-ce qu'on fait une publicité qui sera montrée à la télé? Est-ce qu'on traduit pour un projet de recherche, pour les milieux universitaires? Et justement, qui va être le lecteur de cette traduction? Grand public, spécialiste, enfant? Tout de suite, il faut faire des choix un peu différents. On me pose souvent cette question, les lecteurs de mes traductions, par exemple, sont très curieux souvent de savoir, parce que évidemment eux ils lisent un texte en finnois et puis ça résonne chez eux en finnois dans leur langue maternelle, donc ils me posent la question souvent, mais est-ce que tu changes des choses quand tu traduis? Et moi au fait, c'est un peu provoque peut-être, mais moi je réponds toujours, bah oui, je change au fait tout, je ne garde pas un seul mot, je garde pas un seul mot du texte de départ, je change chaque mot. Et c'est ça justement le travail d'un traducteur. Et quand on traduit, on change inévitablement. Et à mon avis, être traducteur, c'est justement assumer le fait que le résultat, la traduction, ne sera plus le même texte que le texte de départ. Et tant mieux. Enfin, il ne faut pas du tout s'en traumatiser, c'est comme ça. C'est son job, donc ça c'est mon job. Et j'espère que vous avoir donné un petit regard sur une petite ouverture comme ça sur le métier que j'exerce. Et je serais très content d'entendre si vous avez des questions à me poser, des choix ou encore d'autres exemples, quoi que ce soit. Je suis à votre disposition, mais déjà donc merci. Merci d'être venu et merci de m'avoir écouté. Et maintenant, c'est à moi de vous écouter. Merci.
Monsieur Belthème. Cher ami Samsa, merci. J'ai une question. Oui. Mais d'abord, laisse-moi dire à tout le monde qu'on s'est connus, s'est rencontrés par hasard à Alger il y a 10 ans. Oui. M. Samsa Peltonen était inspecteur des prisons. Voilà. Pour la Croix-Rouge, ou est-ce que c'était pour le Croissant-Rouge? C'était pour la Croix-Rouge internationale, oui. Pour oui. la Croix-Rouge. Bon, tout à fait. C'est un nombre de pas mal de métiers différents. Effectivement. Évidemment, mais aujourd'hui, Samsa, tu fais un travail très important pour transmettre à nous un peu la compréhension de la culture musulmane et islamique. C'est ce dont on a beaucoup besoin aujourd'hui aussi pour éviter des catastrophes qu'on a eues, Afghanistan, Syrie, je ne sais pas où. Il faut comprendre mieux leur vie, leur réalité. Donc merci beaucoup pour le travail que tu fais. Alors la question que j'avais dans ma tête, c'était un peu pour la justement technique de la traduction. Puisque tu as mentionné le problème quand dans le texte il y a un nom qu'on ne connaît pas en finnois, un endroit, un événement, une dynastie. Alors que fait le traducteur? Est-ce qu'il doit trouver quelque chose qui remplace ce mot pour éviter le problème? Puisque avant, quand on lit des anciens romans, que ce soit français du 19e siècle ou russe, il y avait des notes de traducteurs en bas de la page. Bonne question. Ce nom, ça veut dire, puisque c'était ça, note de traducteur. Est-ce que c'était le vieux mode, old fashioned? Est-ce que tu fais pas ça? Alors moi non, j'évite vraiment, merci pour, c'est une question très, très intéressante effectivement, et je n'avais pas encore parlé des notes en bas de page, parce que ça c'est, on pourrait dire que c'est une des stratégies qu'on peut choisir. C'était là, je pense, voilà, ça serait une stratégie, serait de mettre effectivement une note en bas de page. Alors moi personnellement, et effectivement c'est une question un peu de mode, presque on pourrait dire, c'est-à-dire encore dans les années 70, peut-être encore dans les années 80, surtout les langues dont on traduit un peu moins fréquemment, ces traductions-là, même la traduction littéraire, étaient souvent confiées à des universitaires et qui ont évidemment une approche assez différente. Donc c'est une approche un peu didactique déjà, et puis de précision, linguistico-culturelle, et pour eux justement il ne s'agissait pas tellement de créer un texte littéraire qu'on peut vraiment vivre, qui nous prend dans les tripes, où on peut essayer de s'identifier. C'était beaucoup plus comme une démonstration que voici un roman égyptien, et voilà comment cette œuvre a été écrite en arabe avec ses références et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils mettaient des notes de traducteur. Moi, ma vision aujourd'hui est différente. Ça serait différent peut-être si je traduisais d'autres types de livres. Mais moi, ma spécialité, c'est justement de traduire tout simplement les romans à lire, les romans contemporains. Et mon but n'est pas tellement didactique, c'est-à-dire je veux vraiment que le lecteur ressente quelque chose émotionnellement, pas parce qu'on a beaucoup de textes médiatiques qui nous expliquent des choses techniques, disons, mais à mon avis justement, c'est très pertinent de dire que nous avons besoin de savoir beaucoup plus de choses sur le monde musulman, par exemple, qui est quand même source de toutes sortes de sujets qui nous taraudent aujourd'hui dans notre société. Et il y a déjà beaucoup de textes médiatiques qui nous donnent les statistiques, les détails techniques et tout ça, mais pour moi, il serait très important de donner à un public aussi des vérités émotionnelles, d'essayer de transmettre au moins un tout petit peu, qu'on puisse un peu comprendre pourquoi ces gens-là font telle chose, qu'est-ce que ça leur fait d'avoir vécu dans le milieu de la guerre,
dans toutes les souffrances sociétales et autres qu'ils ont pu avoir dans leur pays, d'essayer qu'on puisse un tout petit peu s'identifier. Donc pour moi, c'est pour ça que j'essaye de créer une traduction littéraire qui est vraiment cool, où il n'y a pas de coup d'arrêt, parce que bon, les notes dans pas de page, ça peut être intéressant, mais ça arrête quand même un tout petit peu là. Il faut aller toujours regarder, ou encore pire, si c'est des notes qui se trouvent à la fin du livre. Donc il faut un peu s'arrêter, puis aller regarder. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Donc moi, je veux bien que ça coule. Et si je traduisais d'autres types de textes, je ferais sans doute des notes aussi. Mais pour l'instant, je travaille sur des textes vraiment littéraires. Et moi, je veux qu'ils soient lus par le grand public. Et donc qu'il y ait le moins d'attributs de texte académique que possible. Enfin, moi, je veux vraiment que ce soit un texte, tout simplement, que les gens ont envie de lire. Voilà la réponse à cette très bonne question. D'autres questions? Moi, j'aurais une Oui. petite question. Je voudrais revenir parce que merci beaucoup pour votre présentation et en même temps qui était pleine d'expérience. Et je voulais revenir sur quelque chose qui m'a semblé être au centre de votre présentation et qui était un peu la notion de conflit et de résolution. Parce qu'en fait, tous les exemples que vous avez présentés, c'est à la fois des conflits entre des réalités culturelles différentes et une recherche de solutions, donc de résolution de la part du traducteur pour arriver à un choix. Parce qu'à la fin, il faut bien publier le livre, donc Tout à fait. il faut faire un choix. Mais quand même, je me disais, au moment de la traduction, vous faites quand même l'expérience de ce conflit. Même si on reprend l'exemple de l'âne que vous avez prise tout à l'heure, l'âne qui pousse un cri, ben en fait, c'est vrai que on perd l'image quand même quand on transmet la référence culturelle. Et donc, je me dis, et toute cette métaphore de la fidélité, c'est un peu une traduction, je pense, du sentiment intérieur de conflit que le traducteur doit affronter. Et donc là, vous avez plutôt parlé de la partie jouissive de la résolution. Mais est-ce que vous pouvez parler de votre expérience, peut-être plus, je ne sais pas si douloureuse est le terme, mais du conflit? Oui, ça existe absolument. Parfois, il y a des choses que j'aurais envie de pouvoir transmettre dans le texte, mais je dois tout simplement laisser tomber. Parfois des références culturelles que moi je comprends dans le texte de départ, mais alors là il est plus difficile de trouver des exemples parce que c'est toujours des choses que j'ai dû laisser tomber, donc, mais parce que évidemment moi, parce que j'ai vécu dans nombre de pays arabes par exemple, donc il y a souvent, je sens vraiment dans mes tripes ce dont on parle, mais parce qu'on ne peut pas tout expliciter non plus. Ça c'est souvent le piège où on tombe si on est un peu trop excité, si on veut un peu trop ajouter des trucs pour donner cette ambiance orientale ou autre. Parce que si c'est par exemple un détail qui est juste mentionné en passant, moi je vais savoir plein de choses, ça va évoquer chez moi plein de choses, ce petit détail dans le texte, mais en finnois, dans ma traduction, parfois je dois juste laisser le mot, et je sais déjà que le lecteur finlandais ne va pas avoir la même sensation. Et ça, c'est ma stratégie. Si c'est un détail qui est vraiment insignifiant dans le texte de départ, c'est-à-dire, oui, c'est une évocation, mais c'est pas du tout le sujet dont on parle. Et si, par exemple, il s'agit d'un récit, d'un paragraphe où il y a beaucoup d'action, il faut avancer, là, je ne peux pas, ça va tout gâcher si je mets beaucoup d'explications, parce que ça va alourdir le texte, ça va ralentir
le tempo, et ça, je ne veux pas, parce que ça va gâcher aussi le plaisir. Donc il y a, parfois il faut choisir entre plaisir et plaisir, donc soit il y a le plaisir de découvrir des petits détails de ce milieu, et si j'ajoute plein de petites explications, des qualificatifs, des choses, ça peut être marrant pour quelqu'un qui a envie de découvrir ça, mais très souvent ce n'est pas du tout bien pour le texte littéraire, le côté littéraire, parce que si ce paragraphe a la vocation d'être vraiment plein d'action, où il faut vraiment que ce soit très fluide, et bien là il faut que ça reste concis et court. Et effectivement, oui, là alors j'ai donné des exemples qui sont assez marrants et qui sont voilà, mais la traduction est souvent une expérience assez douloureuse, parce qu'il y a tellement de choix, et quand on fait le travail, on est très conscient souvent du fait qu'on perd quand même des choses, parce que c'est inévitable, et il faut assumer le fait qu'on perd certains éléments, mais quand même il faut avoir la confiance dans le fait qu'au fait on gagne aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire un texte qui commence à vibrer et à respirer en finnois, ben c'est tout un nouveau texte, il y a toutes sortes de nouvelles références qui effectivement ne se trouvent pas du tout dans le texte d'origine, et ça c'est jouissif, ça c'est très bien, c'est très excitant quand on arrive à ce stade-là. Ça c'est toujours vraiment la dernière étape de la traduction, quand on a vraiment tout peaufiné, et quand on voit que oui, c'est un texte, ma traduction est un texte qui tient la route, qui est pertinente, qui marche. Voilà. Oui, Sini. Je pense que tu viens de répondre à ma question déjà, parce que ce qui m'intéresse toujours dans les textes, c'est le bon registre linguistique. Oui. Choisir le style. Et là, je parle plutôt des textes littéraires et du fil rouge qui les traverse justement. Et je trouve que ce choix est très très difficile, mais pour un traducteur qui est très ambitieux, c'est un choix profondément important. Est-ce que tu es devant ce choix? Est-ce que tu as plusieurs choix là, ou tu suis une solution, tu respectes une solution plutôt neutre en parlant du style? Oui, effectivement, ça aussi une question vraiment. Tout traducteur, à mon avis, on peut avoir un bagage énorme déjà comme traducteur, et on aura toujours cette question qui taraude dans nos têtes. Le choix du registre, comment représenter ce texte en finnois. La traduction, je pense que l'un des universels de la traduction, c'est que la traduction est presque inévitablement un tout petit peu plus neutre, un peu neutralisé par rapport au texte de départ. Il y a cette tendance-là, mais après, il faut justement trouver des moyens de combattre, et puis d'essayer d'y mettre vraiment de la vraie vie, du goût vivant. Alors pour cette question de registre, pour ce choix-là, et ça c'est surtout difficile quand je traduis de l'arabe, parce que les livres en arabe sont écrits presque toujours en arabe standard, qui n'est la langue maternelle de personne en fait. Donc les écrivains arabes écrivent leurs livres dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, parce que la langue maternelle de chaque arabe, c'est le dialecte, si on peut dire aussi, ou le variant qui est parlé dans son milieu, dans son pays, dans sa région. Mais puisque la tradition veut que les livres soient écrits dans cette langue standard, donc là, il y a souvent, en apparence, le texte arabe est souvent assez neutre, justement, mais il y a quelques indices qui donnent le là du ton, du registre. Et là, il faut être très éveillé pour voir que, ok, c'est ça l'effet recherché.
Et moi, souvent, ce que je fais, quand je commence avec un nouveau livre, j'essaye de trouver un peu des textes. Souvent, le livre que je lis d'abord en arabe, que ce soit en arabe ou en français, ça me fait penser à un autre livre en finnois. Et je vais essayer de voir que, par exemple, ça pourrait être un tout petit peu comme tel livre que j'ai lu, qui est un très bon livre que j'ai lu en finnois. Et donc là, il m'arrive souvent d'aller lire un texte, un bon texte en finnois pour me donner un peu... voilà, pour me mettre dans la bonne ambiance pour ce texte-là. Et on voit que, par exemple, maintenant que j'ai eu l'occasion de traduire plusieurs livres de Hassan Blasim, qui a un style assez particulier, et là, ce qui facilite beaucoup maintenant mon travail, c'est que quand je commence à travailler sur un nouveau livre de lui, j'ai tout de suite, je sais quelle est sa voix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite en tête, tandis qu'un nouveau, un écrivain que je ne connais pas encore, là, je dois vraiment, au début, c'est assez douloureux, il faut vraiment creuser pour essayer de trouver quelles sont les astuces qui me permettent de trouver vraiment ce ton particulier. Et d'ailleurs, là, il y a aussi, on voit que le choix de traducteur est important. Le même traducteur ne traduit pas aussi bien tous les écrivains, tous les auteurs. Moi, on m'avait proposé, par exemple, une fois un roman syrien très érotique, écrit du point de vue d'une femme, donc une voix de femme très éminemment féminine qui parle de ses expériences, de sa sexualité. Et là, j'ai dit tout de suite à la maison d'édition que ça serait complètement déplacé que moi je traduise ça, parce que c'est pas du tout une voix ou sinon il faudrait beaucoup plus de travail, et puis il faudrait des lecteurs qui m'aident à vraiment mettre le ton comme il faut, trouver vraiment les expressions, les mots qui... En plus, parce que c'était très viscéral comme texte, donc moi, j'ai pas les viscères d'une femme, donc voilà. Donc, à mon avis, il est important aussi de se dire que un traducteur, aussi excellent soit-il, n'est pas toujours le meilleur choix pour traduire tous les textes du monde. Aussi, par exemple, moi, les romans historiques ne sont pas du tout mon truc. Moi, c'est pas une lecture qui me plaît énormément. Donc, moi, j'hésiterais vraiment avant d'accepter de traduire un roman historique d'arabe ou français en finnois, parce que je ne sais pas, je devrais tellement lire énormément de romans historiques, et j'ai pas envie, pour que j'ai les ressources qu'il faut pour ce travail. Oui? Merci Sam, ça c'était passionnant, tu racontes tout cela très bien. Merci. Moi aussi été frappée par cet exemple de cri de l'âne. Mmh. Et si tu permets, je vais raconter une expérience personnelle. Ah, très bien. De comprendre quelque Oui. chose. Je suis musicologue. J'avais travaillé sur le compositeur et musicologue finlandais Armas Launis, qui a séjourné dans les pays du Maghreb dans les années 1920. Et donc, j'ai été invitée à me parler de lui en Algérie. Et j'ai raconté que, comme il était déjà un peu ethnomusicologue dans les années 20, il a interviewé les locaux. Et donc, j'ai raconté que dans son concours d'essai à l'université de Helsinki, en 1928, je crois, il a dit que l'échelle, un mode musical qu'il attendait était qualifié par les Algériens, des indigènes, que ça imitait le cri de l'âne.
Ah oui. Et là, un monsieur dans la salle a pris la parole. Il a dit, mais ça ne peut pas être vrai parce que le Coran dit qu'il n'y a pas de son pire que le cri de l'âne. Et là, un autre monsieur, un autre Algérien dans la salle a dit que je pense que son traducteur, parce qu'il ne maîtrisait pas l'arabe, son traducteur a dit que c'était le nul. Ah. Et oui, parce que donc Claudius a dit que c'était un son qui était très beau. Et donc ce monsieur algérien m'a dit que très probablement Claudius avait entendu dire que ça imitait le cri de mule, ce qui est aussi un oiseau qui chante très bien. Et donc c'était ça sa faute. Donc j'ai compris quelque chose de plus aujourd'hui parce que tu m'as expliqué que c'était aussi un signal un peu mystérieux. Tout à fait, oui, et c'est peut-être un animal qui est beaucoup plus présent quand même dans le quotidien dans nombre de pays arabes. Donc il y a sans doute beaucoup plus de sagesse populaire, disons, liée à cet animal. Et sans doute aussi, ça va varier aussi d'un pays à l'autre. Là, par exemple, il ne m'est jamais venu à l'esprit de poser cette question sur le cri de l'âne à des autres Arabes, des autres pays, pour savoir si cette même évocation existe chez eux. Parce que si ça se trouve, c'est uniquement un truc de la culture soudanaise. Ça, je ne sais pas. Mais oui, là on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de références comme ça. Et d'ailleurs, moi, je suis persuadé qu'il y a eu beaucoup de références culturelles que je n'ai tout simplement pas identifiées dans mes traductions. Que voilà, parce que ça a été tellement implicite que je n'ai même pas comprise. Voilà, donc mes traductions donc, comportent les traces de mes réussites, mais sans doute aussi de mes défaites. Oui. J'ai peut-être encore une petite question sur les pellicules, les films. Nous avons vu à la télévision quelquefois, de temps en temps, on voit un bon film du monde arabe, marocain, on a le tunisien. Alors, quelle est l'attitude de notre télévision nationale? Est-ce qu'il y a une demande des films du monde arabe, islamique? Quelle attitude? Est-ce qu'ils veulent montrer plus ou moins? Puisque la plupart des films qu'on voit ici, malheureusement, sont américains. Oui. Et souvent des répétitions des films qu'on a vus déjà 15 fois, comme les James Bond. Est-ce qu'il y a une demande des films d'un autre monde? Oui, il y a quand même de la demande et il y a surtout il y a aussi une exigence. Donc la radio-télévision de Finlande a carrément mis en place des politiques avec des pourcentages de films en langue autre que l'anglais ou le suédois, bien sûr, qui est une langue nationale. Donc oui, et c'est pour ça que si on voit à la télévision des films que ce soit arabe ou même français, allemand ou quoi que ce soit, c'est presque toujours sur les chaînes de Hule, c'est presque jamais sur les autres chaînes, les chaînes commerciales, parce que bon, le public, c'est pas très rentable pour ainsi dire pour les chaînes commerciales, mais il y a vraiment une vraie volonté de proposer un éventail assez large, une gamme vraiment large de films. Après, c'est aussi le professionnalisme des gens qui s'occupent de l'acquisition chez nous, donc qui achètent ces films-là, parce qu'il faut que nos acheteurs sachent quels sont les bons films de tel ou tel pays. Et, bon, là, il y a quand même dans l'offre de films dans les pays arabes, par exemple, il y a pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de
de navets, de très mauvais films qui sont proposés par ces pays-là aussi, techniquement ou autrement, qui n'interpellent pas forcément notre public. Mais puis il y a beaucoup d'exceptions, de très bons films. Alors je pense que par rapport au monde arabe, où effectivement il y a assez peu de films qui viennent et qui sont proposés sur la chaîne de Ulay, mais un peu plus de films iraniens, parce qu'en Iran, donc ça on n'est plus dans le monde arabe, mais persanophone, Iran, et il y a une grande culture, une grande tradition de très très bons films, et là moi j'en ai traduit plusieurs aussi pour Ulay, qui sont très bien. D'ailleurs, si vous voulez voir des films qui traitent de près ou de loin du Moyen-Orient, ou du monde arabe, disons, plus généralement, là, il y a maintenant Rakkautaya Anarkia qui commence bientôt. Il y a plusieurs. Il y a une bonne demi-douzaine de films. Il y a tunisien, marocain, je ne sais même plus exactement, mais des choses assez intéressantes. Donc, je pense que le festival commence dans la semaine prochaine, plus ou moins. Là, par contre, malheureusement, il n'y aura pas de sous-titres en finnois, sauf pour un film qui était déjà passé dans les salles en Finlande, mais c'est très souvent en traduction anglaise, malheureusement, parce que ils n'ont pas les ressources pour faire sous-titrer ces films en finnois, mais une bonne sélection quand même. Est-ce que, à ton avis, en tant qu'homme blanc européen, tu aurais su traduire la poésie qu'a lue la poétesse américaine au moment de Gorman. Oui. Alors, une question très, très intéressante. Et moi, je dois dire que je suis beaucoup moins provoqué par tous ces événements que la plupart de mes collègues. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de cris d'orfraie poussés par les traducteurs. « Oh, mais c'est inacceptable, pourquoi ?» On a essayé de trouver des traducteurs qui cochent certaines cases, qui correspondent à un certain profil pour traduire ce poème qui était un bon poème. Parce que là, comme je viens de le dire, par exemple, moi je trouve que moi je n'aurais pas été un choix idéal pour traduire donc le roman très érotique écrit d'un point de vue éminemment féminin. Tout simplement parce que je n'ai pas le bagage qu'il faut pour ça, ou bien si j'étais choisi pour ce travail, je devrais trouver toutes sortes de stratégies un peu supplémentaires. Donc, par exemple, avoir autour de moi tout un cercle de femmes qui lisent ma traduction et qui me disent est-ce que ça résonne chez une femme, est-ce que ça sonne féminin, quoi, tout simplement. Et donc, pour ce poème-là, d'Amanda Gorman, alors, il y a vraiment au cœur de ce texte, c'est l'expérience d'une personne racisée, une personne qui a été victime de toutes sortes de marginalisation. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal d'essayer de trouver, au moins dans l'équipe de traducteurs, quelqu'un qui est équipé pour transmettre cela. Donc quelqu'un qui sache vraiment personnellement ce que c'est et qui aurait les mots pour communiquer ses émotions, ses sentiments. Alors évidemment, il ne faut absolument pas faire ce choix-là au détriment de la qualité de la traduction. Donc il faudrait, et par exemple, tout avait commencé avec la traductrice néerlandaise. Ça c'était la première expérience en Europe. Donc ils avaient choisi une jeune traductrice, une poétesse elle-même, blanche en l'occurrence, pour traduire
Et puis, il y avait eu donc un tollé. Le choix de cette jeune femme n'était pas bien vu par les gens. Et au fait, mais là, déjà, je trouve qu'elle, c'était pas un très bon choix parce que déjà, c'était donc une poétesse, mais qui n'était pas du tout traductrice, qui n'avait aucune expérience de traduire la poésie et qui n'avait pas, qui n'était pas non plus très forte en anglais. Alors là, on est tout de suite, c'est mal parti. Donc, il faut évidemment, ça c'est quand même la base, il faudrait quelqu'un, ou au moins, à mon avis, le choix qu'ils ont fait en Finlande, donc choisir 2 traductrices. Et puis, je sais, parce que je connais les maisons d'édition, il y avait toute une équipe autour d'elles pour travailler sur les textes. Donc, c'est bien dans des cas comme ça d'avoir plusieurs personnes dans l'équipe. Donc, quelqu'un qui a l'expérience plus personnelle du sujet, du cœur du texte, et puis quelqu'un quand même, il faut autour de cette personne des gens qui ont vraiment l'expérience pour traduire la poésie et de bien comprendre la poésie anglaise. Je n'étais peut-être pas très impressionné par le résultat en finnois, mais ils avaient fait des choix qui plairont peut-être à un autre public. Je ne suis pas non plus le public cible exactement de cette poésie. À mon avis, ce que je reproche à la traduction finnoise, c'est qu'ils ont vraiment voulu garder, comment dirais-je, l'aspect très brûlant d'actualité de ce texte. Donc ils ont fait certains choix dans les traductions qui reflètent vraiment le fait que ce poème ait été écrit pour cet événement aux États-Unis, donc pour l'inauguration présidentielle. Donc voilà, moi j'aurais préféré une traduction, parce que malheureusement ça va être la dernière traduction de ce texte. Ça serait bien s'il y avait plusieurs traductions, traduites de plusieurs points de vue différents, parce que c'est un texte qui a beaucoup de dimensions, et pour traduire, on peut choisir juste une stratégie. Mais là, enfin, pour moi, la stratégie qu'ils ont choisie pour le finnois n'était pas forcément la plus heureuse, mais c'était une stratégie. Voilà. Mais est-ce que j'aurais accepté là, je pense que, puisque je savais que ce qui est vraiment l'âme de ce texte, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon expérience personnelle, j'aurais, oui, pu participer à la traduction, mais j'aurais voulu quand même être étayé par toute une équipe. Voilà. Bon, on a encore... rien ne vous retient ici, hein, si vous voulez rentrer, mais moi je suis encore tout à fait disponible si quelqu'un a encore des questions. Juste pour rebondir justement sur ce que vous étiez en train de dire, et qui est un peu une question à la fois sur la notion d'intraduisible que vous avez abordée, et sur cette question de la rencontre entre le texte et, enfin, l'âme du texte et l'âme du traducteur, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Et je pensais à ce texte quand vous parliez au début, je pensais à cette nouvelle très connue de Borges, La quête d'Averroès, où Averroès, ce traducteur arabe qui traduit la poétique d'Aristote, n'arrive pas à comprendre les mots de comédie et de tragédie, qui sont les 2 mots du texte centraux, et qui du coup n'arrive pas à traduire le texte parce qu'il ne comprend pas ses concepts. En fait. Et c'est vrai que quand on parle d'intraduisible, c'est souvent plus les concepts. Donc, dans le cas d'une traduction littéraire, les réalia culturels, qui peuvent être des poches de résistance. Et donc, je me demandais si... et donc, cette réflexion, je pense, elle
elle rencontre cette idée de l'âme du traducteur qui doit correspondre à l'âme du texte. Et donc Berman parle du kairos de la traduction pour dire qu'il y a un moment dans l'histoire où un texte rencontre son traducteur. Et où du coup, quand le texte rencontre son traducteur, c'est le traducteur qui comprend les réalités culturelles et aussi dont l'âme correspond à l'âme du texte. Et est-ce que vous avez fait l'expérience en tant que lecteur ou en tant que traducteur d'avoir l'impression d'avoir vous-même été l'auteur de cette traduction qui était le kairos du texte, ou d'avoir lu des traductions qui correspondaient vraiment au kairos de la traduction du texte? Oui. Moi, je dois dire que je suis peut-être un peu narcissique en tant que traducteur parce que et je suis très jaloux aussi de mes traductions. Pour moi, c'est vraiment mes textes à moi. Donc j'ai vraiment un rôle où j'assume le rôle d'auteur pour ces textes-là. Donc, peut-être pour moi, vraiment, ce qui a vraiment cristallisé cette rencontre-là ou cette fusion, c'est avec ce travail que je mène donc, depuis déjà 10 ans avec Hassan Blassim, cet écrivain irakien, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et donc, je trouve que j'ai pu vraiment que j'ai vraiment trouvé il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui fait que j'ai vraiment compris ce qu'il veut dire et qui me donne énormément de confiance pour traduire ces textes. C'est-à-dire je suis vraiment persuadé de comprendre très profondément ce qu'il veut dire, et c'est pour ça que parfois, même si je dois opter pour une stratégie assez téméraire, je n'ai pas froid aux yeux. Enfin, je peux changer, superficiellement changer des textes, des choses assez importantes dans le texte, si je suis persuadé que voilà, ça c'est ça va vraiment être bénéfique pour le texte, et puis ça va aider le lecteur finlandais à comprendre le texte. Mais oui, c'est toujours... En plus, il y a aussi cet élément temporel, c'est-à-dire il y a aussi... les traductions peuvent vieillir aussi, parce que bon... et c'est pour ça que surtout les classiques, il faut continuer de les retraduire, parce qu'une traduction qui a été faite dans les années, je ne sais pas, au XXe siècle, ben, elles ont été écrites pour un public du XXe siècle, donc qui ont les expériences du XXe siècle, mais aujourd'hui, on ne lit plus ces traductions de la même manière. Donc, moi, je suis toujours pour... et d'ailleurs, j'adorerais l'expérience parfois que plusieurs traducteurs traduisent le même livre, même simultanément, et qu'on voit un peu qu'est-ce que ça donne. Et puis, pas du tout forcément pour comparer, pour dire que voilà... lui a mieux traduit que elle, ou je ne sais pas quoi, mais juste pour voir quelles sont toutes les dimensions que les traducteurs trouvent dans ces textes. Et en fait, pourquoi les traducteurs... Et c'est pour ça que moi je ne suis pas trop pour l'invisibilité du traducteur. On parle souvent de ça, que le traducteur doit être vraiment complètement invisible, doit s'effacer. Moi, je ne pense pas trop, parce que moi, je trouve normal que dans mes traductions, qu'il y ait des mots pour lesquels, moi, personnellement, j'ai une prédilection particulière, ou des expressions qui... Parfois, j'ai eu, par exemple, des gens qui me sont très proches, qui me disent « Ah, il y avait tel mot que, effectivement, toi, tu dis assez souvent, tu utilises souvent ce mot-là ou cette expression-là. » Moi, ça ne me choque pas que je fasse ça, parce que c'est quand même
lecture du texte de départ. Et on voit tous, si on parle avec quelqu'un d'un livre que les deux personnes ont lu, c'est quand même normal qu'on aura compris le livre assez différemment. C'est-à-dire, quelqu'un dira « Ah ouais, mais ça, c'était... j'ai pas aimé ce personnage parce qu'il était très... je sais pas... il était méchant. » Et puis l'autre qui va dire « Ah ben non, moi je ne l'ai pas trouvé méchant. » Donc là, on voit tout de suite que deux personnes vont avoir une lecture différente du même texte. Donc il est complètement normal que deux traducteurs aussi fassent des choix différents. Voilà. Merci beaucoup d'être venus, tous. Mais moi, je serai encore là un petit moment si vous voulez venir me poser encore d'autres questions. Un grand merci, c'était vraiment passionnant. Et peut-être que vous pouvez nous parler un peu de votre prochaine parution, prochaine traduction de Salvation. Vous avez dit que ce serait dans les prochaines semaines. Et à quoi doit-on s'attendre? Effectivement, oui, un petit coup de com' pour finir. Alors, la prochaine parution, donc, qui est très prochaine, vraiment dans les 2 semaines, je pense, qui viennent, paraîtra ma nouvelle traduction d'un roman diptyque. Donc, c'est un livre qui se compose de 2 romans courts ou 2 novellas, donc nouvelles un peu plus longues que d'habitude, qui ne sont pas vraiment liés, mais bon, qui sont présentés ensemble. Le titre du livre, en finnois, le livre s'appelle Kello ja vieraita. Et donc les 2 textes, il y a d'abord le texte Eliaksen seikkailut Isismaassa, qui parle c'est un texte où il y a beaucoup de vérité, donc il y a beaucoup d'événements qui ont vraiment eu lieu à Mossoul, en Irak, donc dans la capitale irakienne de Daesh, de l'État islamique. Et il y a donc le personnage principal, Elias, un jeune homme qui travaille comme cuistot, comme cuisinier ou assistant cuisinier, commis du cuisinier de l'État islamique. Et donc ça, c'était l'époque où l'État islamique avait envahi Mossoul et avait utilisé une église comme leur quartier général. L'autre texte s'appelle Sololand, et c'est l'histoire se passe en Finlande, et donc il y a un jeune homme, un demandeur d'asile ou qui a eu l'asile en Finlande et qui a certaines expériences très douloureuses. Il y a un crime et il y a mort d'homme, et puis il y a vraiment une jérémiade contre la société finlandaise d'aujourd'hui. Ça ne va pas plaire à beaucoup de monde en Finlande. Il y a des choses c'est assez provocateur, disons. Voilà, si vous voulez lire ce roman, vous verrez un peu dans la pratique quel est le résultat de tout ce travail que j'ai essayé de décrire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.